Salam alaikum Mazulfillaoun, bonsoir. Il y a quelques jours, un adolescent de 16 ans a agressé à la machette un musulman à Marseille. Un homme qui portait une chéchia. L'agresseur a déclaré par la suite avoir agi au nom de Jéhovah et de Tzahal. Moitié. Et donc, cet homme qui affichait son appartenance religieuse par un attribut vestimentaire a été attaqué par un forcené qui se shoot à la haine. Aussitôt, branle-bas de combat. Le président français, le Premier ministre, des ministres et une foultitude d'officiels, de représentants de la société civile en tout genre montent au créneau. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas monter au créneau. L'agression relève de l'écume médiatique, là où ni les victimes, ni les criminels ne sont des victimes et des criminels lambda. En l'occurrence, la victime était une super victime. Vous imaginez, une victime musulmane. Et le criminel, un super criminel. Vous imaginez, un criminel juif. Ça va donc de soi. On n'attaque pas comme ça un musulman sans susciter de tollé général. L'horreur. Quoi? Attaquer des musulmans qui ont tant souffert du colonialisme, qui ont été assassinés par dizaines de millions? Plus jamais ça. Et, bien sûr, ceux qui se bousculent pour dénoncer l'acte barbare commis contre toute la communauté musulmane, par toute la communauté juive, affirment leur indéfectible solidarité avec la communauté musulmane. Vous voyez les trémolos que j'ai dans la voix? C'est le moins qu'ils puissent faire, n'est-ce pas? La presse en fait ses choux gras. Et c'est à peine si 3 jours d'indignation nationale ne sont pas décrétés avec mise du drapeau au placard ou en berne. C'est la surenchère. C'est à qui fera montre de plus de compassion, monter au fouet de l'exaspération contre tous ces juifs qui rasent les murs de France, qui infestent les banlieues, qui squattent le pôle emploi, qui se sustentent aux allocations familiales, qui risquent le métro, qui crachent par terre, qui roulent des mécaniques, regard torve, poignard courbe dans la manche, qui pompent l'air des gens quand ils ne le vicient pas avec cette ambre et le musc synthétique à faire tomber les mouches. Ces gens qui accrochent des chapelets à leur rétroviseur en guise d'antivol. Tollé général donc, une tournée générale de tollé. Encore une aubaine pour taper sur le juif, le banlieusard, le bon diosard. Bon, fini de blaguer les gars, tout le monde descend, revenons à la dure réalité. Plus sérieusement, l'agresseur est un musulman, enfin, qui se croit musulman, qui se dit musulman, qui disait agir moitié pour Allah et moitié pour Daesh, 50-50. Et la victime ne portait pas une chéchia, mais une kippa. Vous corrigerez donc vous-même le reste de mes délires, de mes divagations. Plus sérieusement, en France, des agressions de ce genre, il y en a tous les jours, que dis-je, toutes les minutes. C'est dans l'air qu'on respire. C'est plus qu'à chaque coin de rue, c'est à chaque pas. Et c'est pire qu'à la machette, parce qu'une machette, ça tue d'un coup et ça choque tout le monde. Les agressions que subissent les musulmans de France sont autrement plus chafouines, plus assassines. C'est à la machette de la méchanceté, au couperet du racisme qui humilie, à la kalachnikov des mots enrobés de fiel, à des vomis de mépris, des diarrhées de discrimination, de la ghettoisation, instituée, un apartheid qui ne se dit pas. L'usage du muse dans le discours politique, dans l'investissement électoral pour arroser le terreau de la haine ordinaire, la faire croître et prospérer, et désormais banalisée, voire même codifiée, livrée en kit, avec mode d'emploi,
pour les rares politiciens qui ne savent pas encore faire ou qui hésitent encore un chouïa. Pas pour très longtemps, pas pour très longtemps. Haro sur le bico, Susso sarrasin, Marianne reconnaîtra les siens et peut-être même se prennent à rêver les plus enthousiastes que le jour n'est plus très loin où du sang impur viendra abreuver les sillons de cette bonne terre de France. Une France dont on se rappelle et dont on rappelle à corps et à cri, comme à Roncevaux, qu'elle est de civilisation chrétienne. Ah, ces temps bénis des salles de classe où il n'y avait que ces chères petites têtes blondes. Et donc, chacun y va de sa profession de foi judéo-chrétienne ou de ses convictions laïques, mais qui n'oublient pas leurs ancrages judéo-chrétiens. Sans jamais oublier, bien sûr, cet islam dont on dit qu'il est la deuxième religion de France, de la même manière qu'on se dit que le moment est peut-être venu d'aller consulter le chirurgien pour l'ablation de cette grosse verrue disgracieuse. Et comme il faut toujours faire un premier pas, quand on va quelque part, alors voilà que cette histoire de déchéance de la nationalité est mise sur les rails, en y mettant les formes, en lui faisant endosser la djellaba du terrorisme, bien sûr, en attendant de faire confectionner de petites étoiles vertes. En attendant, un journaliste qui aime bien se faire mousser a porté une kippa en signe de solidarité avec la personne agressée à Marseille. Et moi, petit journaliste de province, je me suis senti comme agressé à la machette de la discrimination à rebours. Pourtant, moi, je ne hais personne. Ou plutôt, je ne déteste que ceux qui font du mal aux faibles, aux pauvres, aux exilés, aux peuples occupés, aux travailleurs qu'on exploite, à toute cette humanité qu'on broie et qu'on roule dans la fange de la réelle politique. Et moi, je pense à ces peuples entiers dont on a décidé que leurs terres n'étaient pas les leurs, où cela broyait entre Daesh et Bachar, entre Ayatollah et Saoudite, et à ces foules grises que personne ne voit, qui s'excusent presque de ne pas être ailleurs, qui marchent à côté de leur vie, qui comptent leurs sous, qui regardent leurs gosses pourrir sur pied et qui égrènent les jours maussades. Et moi, je me suis dit que moi aussi, je devrais faire quelque chose, comme le journaliste, là, devant vous, sur votre écran, sans forcément passer sur l'autre trottoir de la connerie. Quoi alors? Quel geste envoyer à tous les damnés de la terre, comme disait François Fanon? Quoi faire? Porter une chéchia et lancer des Allahu Akbar à la mode de Daesh, en solidarité avec tous ces Sivunarul. C'est comme ça qu'on appelle nos Savonarols à nous. Sivunarul. Quoi faire? Siffler un kill de piquette pour oublier qui je suis? Me raconter une blague et me saouler de rire? Quoi faire pour répondre à ce journaliste qui a arboré une kippa? Alors, voilà ce que je vais faire. Voilà. Je vais mettre ma casquette toute chiffonnée de vieux marin et enfiler mon vieux dengeri tout délavé. Là, devant vous. Et là, comme je suis sapé, dans mon pays, c'est comme un signe de ralliement, comme un sourire et une poignée de main à tous les opprimés de la terre, à tous ceux qui souffrent en silence de la mainmise d'une mafiocratie planétaire sur leur destin. Je mets mon dengri et je le porterai encore dans mon émission de demain en solidarité avec tous qui subissent la méchanceté des méchants et la crétinerie des crétins, en solidarité avec tous les opprimés, y compris la personne juive qui a été agressée à la machette à Marseille. Aujourd'hui. France Info. L'islamophobie est soutenue par l'État, selon Raphaël Lioger. Slate.fr. Il faut les tuer. À Ajaccio, les slogans anti-musulmans atteignent des sommets de haine. Par Aude Loriot. Le Monde. Le nombre d'actes anti-musulmans a triplé en 2015. J'avais oublié de retirer la laisse. Avec nous aujourd'hui, Abdelaziz Chambi, président de la coordination contre l'islamophobie, Jamila Farha, ou Farhat, je ne sais pas très bien comment ça se prononce,
militante contre l'islamophobie et porte-parole du CRI. Raphaël Liogier, sociologue, philosophe, auteur du livre La guerre des civilisations, qui va s'afficher derrière moi. Alors, Abdelaziz Chambi, merci d'avoir accepté notre invitation. Pardon, on ne vous entend pas encore? Vous m'entendez? Là, on vous entend, c'est très bien. Voilà, merci. Augmentez un petit peu le son. Oui, oui, on vous entend, là on vous entend. Alors, dites-moi, Abdelrazak Chambi, Abdelaziz Chambi, cette islamophobie qui n'en cesse pas de monter au point où maintenant elle est, j'allais dire, gaillardement assumée. Presque quand on voit le cas de certains élus, comme à Béziers par exemple, c'est à peine si on ne remet pas des légions d'honneur pour les gens qui l'assument et qui la revendiquent. Alors effectivement, l'islamophobie c'est devenu une affaire institutionnelle, si je puis dire, puisque aujourd'hui on a des hommes politiques, depuis pas mal de temps d'ailleurs, qui en ont fait un véritable fonds de commerce juteux. C'est comme une mine d'or, quoi. Nous aujourd'hui, on considère que la classe politique a découvert son Eldorado à travers les attaques, la diabolisation des musulmans, de leur culture, de leurs origines, de leur vécu, de leur citoyenneté, qu'on veut brader. Aujourd'hui, on parle de déchoir de nationalité, les binationaux, mais on sait très bien à qui on s'adresse. Ce ne sont pas les quelques milliers de franco-israéliens qui vont tuer du Palestinien ou s'entraîner à exterminer du Palestinien qu'on va déchoir. On sait très bien de qui il s'agit aujourd'hui. Donc effectivement, la diabolisation et le fonds de commerce de l'islamophobie, c'est quelque chose qui est rentable et qui a amené la classe politique, et y compris la gauche, à une surenchère infernale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la droite qui est courée derrière l'extrême droite à travers Sarkozy, Hortefeux, qu'on a vu lors de leur temps. Et aujourd'hui, on a la gauche qui court derrière l'extrême droite, qui prend même le raccourci. Elle cherche même plus à imiter la droite, elle cherche carrément à copier l'extrême droite et à s'accaparer ses thèses et à permettre à des gens comme Ménard de nous parler de milices. On a vu tout le monde entier a vu ce qui s'est passé en Corse, à Ajaccio, où on a parlé de les tuer tous. Il faut tous les tuer. On a vu des gens, des enfants, des femmes, des vieillards terrorisés pendant 3 jours, interdits de sortir de chez eux sous peine d'être massacrés. Des boîtes aux lettres saccagées, des véhicules. Les allées ont été investies, la mosquée a été brûlée, le Coran a été brûlé. Et qu'est-ce qu'on a? On assiste à quoi? Au gouvernement français qui nous affirme qu'il va tout faire pour retrouver les personnes qui ont agressé les policiers et les pompiers. À juste titre, nous on souhaite qu'effectivement ils le retrouvent rapidement et qu'on vérifie qui était sous les cagoules. Parce qu'on nous dit que c'était des jeunes de quartier. Je ne suis pas très sûr, connaissant un petit peu le contexte politique français, que ce soit des jeunes de quartier. Je penserais plutôt à la thèse de l'extrême droite montante et peut-être même de certains services qui ont voulu donner un coup de semonce aux autonomistes qui sont arrivés en tête lors des dernières élections, qui sont aujourd'hui majoritaires, pour leur dire attention, si vous voulez jouer avec le feu de l'autonomie et de l'indépendance, voilà ce qui peut arriver en Corse. Donc on n'est pas dupes. Il faut que vos téléspectateurs comprennent qu'il y a des choses qui sont très graves qui se jouent aujourd'hui dans la République bananière qui est devenue la 5e République aujourd'hui en France. Mais Abdelaziz Chambi, j'entends bien ce que vous dites, puisque moi-même je vis en France et que j'en sais quelque chose. Mais très franchement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi contre-productif que des associations comme les vôtres, des mouvements comme le vôtre, d'abord, ne dénoncent pas suffisamment certains actes antisémites, certains actes terroristes? Vous faites comme si un peu il y avait comme une gêne à les dénoncer de façon forte et visible. Et ensuite vous n'apportez pas de véritable soutien aux victimes de ce terrorisme salafiste ou islamiste ou djihadiste, ou on l'appelle comme on veut. Alors, juste pour votre information, notre responsable à Marseille, Mounji Rouaïguia, qui est le responsable du CRI à Marseille, je l'ai appelé le jour où on a appris qu'un instituteur juif a été agressé à coups de machette, pour lui dire, nous, on est prêt à le défendre, on est prêt à prendre sa défense, comme on l'a déjà fait pour un jeune Algérien qui portait un t-shirt algérien à Manosque,
où on s'est mobilisé, on a manifesté, on est allé soutenir, comme on est allé soutenir un couple de Français de souche qui a été victime du racisme social parce que ce sont des retraités qui n'avaient plus de quoi payer leur loyer. Ils ont été expulsés par la régie HLM et nous sommes allés devant le tribunal, nous avons aidé financièrement, matériellement, symboliquement et politiquement pour dire que c'est aussi une forme de racisme. Par contre, on n'a pas effectivement la même résonance que peut avoir SOS Racisme ou la LICRA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont épaulés par les hommes politiques, ils sont épaulés par les médias mainstream, et que lorsqu'on voit M. Dominique Sopo qui descend à Marseille pour soutenir l'instituteur juif agressé, ben effectivement, il peut se permettre, parce qu'il a les moyens, et de descendre, prendre l'avion ou le train, et de mobiliser ses troupes, parce qu'il y a des subventions aujourd'hui qui sont de l'argent public, qui sont distribuées à des officines, qui sont des officines du Parti Socialiste, du gouvernement en place. Donc c'est très facile, effectivement, d'alimenter des organisations comme SOS Racisme, Ni Pit Ni Soumise, la LICRA, des organisations comme ça, et laisser dans l'ombre des organisations comme le CRI, qui ont été créées à contre-cœur. Nous, on a créé CRI en 2008. Vous savez pourquoi? Parce que la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, SOS Racisme et toutes ces organisations n'ont pas voulu reconnaître l'islamophobie et certaines ne veulent pas la reconnaître encore aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens font un déni de l'islamophobie en disant que c'est une invention des ayatollahs pour empêcher de critiquer l'islam, alors que c'est un fait avéré, reconnu par la CNCDH, par l'ONU, par un certain nombre d'hommes et femmes politiques, par un certain nombre d'organisations et par des universitaires qui ont démontré que l'islamophobie, c'est un nouveau racisme. Ben justement, Abdelaziz Chambi, nous allons demander à Jamila Farhat, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Jamila Farhat, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Jamila Farhat, justement, qu'est-ce que l'islamophobie? Oui, alors, l'islamophobie a été définie depuis déjà un certain temps. Avant tout, je voudrais introduire ce terme par ce qui est dit dans l'actualité. Par exemple, reprendre les propos de Madame Badater, qui est philosophe et qui, il y a 2 jours, lors d'une interview en présence d'Emmanuel Valls, il me semble, a dit, je la cite, « Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe ». Ensuite, Manuel Valls, justement, avalise ce type de discours. Précédemment, il y a quelque temps, donc c'était Alain Jakubowicz de la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui dit l'islamophobie est un droit. Donc, à partir de ces citations, ces discours d'une certaine élite... Mais pardon, Jamila Farhat, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ces gens se cachent derrière le sens littéral du mot, c'est-à-dire le sens, ça veut dire la peur de l'islam et non pas la haine, islamophobie, pour dire oui, il n'y a pas de mal d'avoir peur de l'islam nous fait peur par rapport à tous ces gens qui le brandissent comme ça, comme un sabre au-dessus de nos têtes. Est-ce que c'est surtout ce prétexte qui est invoqué? Justement, ce que ces, on va dire, ces intellectuels ou ces politiques reprochent au vocable islamophobie, c'est d'empêcher la critique de l'islam. La peur de l'islam, si vous voulez, elle est pourtant reconnue comme comment dirais-je, comme quelque chose qu'il faut combattre, hein, puisque déjà, comme l'a dit Abdelaziz Chambi, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le reconnaît en tant que vocable, et cette commission prend parti tout de même, malgré ses difficultés à être appropriée dans sa logique sémantique, justement l'accepte comme vocable pour justement commencer la lutte de manière sérieuse contre ce fléau qui divise les citoyens entre eux en France. Donc là, si vous voulez, il y a aussi, disons hier, j'étais en dialogue avec Dominique Sopo, à qui j'ai posé la question de sa définition de l'islamophobie. Lui-même, puisqu'il est président de SOS Racisme, refuse l'acceptation de cette acception d'islamophobie et lui préfère un autre vocable qui est celui de musulmanophobie. Voilà, c'est pour un peu poser... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
il préfère le vocable de musulmanophobie. Vous voyez déjà dans la difficulté à le prononcer, qui rend compte un peu aussi de la difficulté qu'il va falloir justement, contre laquelle il va falloir lutter pour avancer et fédérer nos forces pour lutter contre cette islamophobie. Donc déjà, ces divisions sémantiques posent problème, puisque si toutes les associations de lutte antiracistes fédéraient leurs forces pour lutter contre cette islamophobie et être d'accord sur un même vocable, ça serait d'autant mieux pour la paix sociale en France. Alors je pense qu'on tergiverse volontairement quant à la définition et l'acceptation de ce vocable islamophobie, tout simplement pour ralentir et laisser progresser une certaine propagande anti-musulmane en France, qui fait justement fond de commerce, comme l'a rappelé Monsieur Chamby, pour servir justement des politiques à l'encontre de l'immigration, à l'encontre de ce qui peut, des affaires sociales qui pourraient servir une certaine catégorie paupérisée en France, qui constitue la communauté musulmane. Donc voilà, donc pour l'électoralisme, c'est-à-dire que ralentir cette acception du vocable, ça marche, quoi. Très bien, restez avec nous. Nous accueillons à présent Raphaël Liogier, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Raphaël Liogier. Oui, bonjour, je pense que vous m'entendez. Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez écrit La guerre des civilisations. Il va apparaître là derrière moi. Dites-moi, vous dites la guerre des civilisations n'aura pas lieu. Vous n'allez pas un peu à contre-courant de tout ce qui se dit, de tout ce qu'on nous promet comme apocalypse, qu'on vous dit qu'elle n'aura pas lieu? La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de violence, puisque d'ailleurs le sous-titre de mon livre, c'est « Coexistence et violence au XXIe siècle ». En réalité, ce que j'essaye de montrer, c'est que nous sommes dans une seule civilisation, et que puisque nous sommes dans une seule civilisation, il n'y a plus de frontières véritables, et le barbare n'est plus celui qui est de l'autre côté de la frontière, qui est le non-civilisé, mais il est parmi nous. Ce qui fait qu'il y a comme une sorte de retournement de la violence vers l'intérieur des sociétés. Et comme on n'a plus d'ennemis à l'extérieur, puisqu'il y a de moins en moins de frontières, on cherche l'ennemi à l'intérieur. Il y a une sorte d'insécurité permanente à l'intérieur et la tentation, du coup, justement, de désigner des ennemis intérieurs. Et l'Europe, depuis 2002, 2003, 2004, est dans cette situation d'un vieux continent très complexé, qui a les Européens ont le sentiment d'avoir perdu leur place dominante, leur place de colon, leur place impériale à l'échelle planétaire. Donc, ils cherchent des coupables. Et parmi ces coupables, on a en tête le musulman. D'ailleurs, c'est au début des années 2000 qu'on voit apparaître cette expression étrange, qui est l'expression d'islamisation. Comme s'il y avait une progression plus importante du nombre de musulmans, et comme s'il y avait une intention des musulmans de s'approprier la civilisation européenne. Mais, Raphaël Liogier, quand vous dites une seule civilisation, nous savons pourtant tous qu'il y a des peuples dominants, des peuples dominés, des peuples dominants qui sont, comme par hasard, de civilisation judéo-chrétienne, des peuples dominés parmi lesquels, en gros, se trouvent des peuples musulmans. Il n'y a pas photo, hein, le clivage est très net. Mais justement, on a une histoire, on pourrait dire, particulière, qui fait que si l'islam aujourd'hui, même à la limite, est assimilé au fondamentalisme, à des formes de fondamentalisme, c'est pas parce que l'islam est en soi plus fondamentaliste que les autres religions, c'est parce que l'islam s'est déployé dans une zone géographique, géoculturelle, en gros le Maghreb, la péninsule arabique, et puis ensuite plus loin vers l'Orient, et que c'est la zone qui a été la première à être humiliée par le rouleau compresseur de l'occidentalisation, de la colonisation occidentale. Et c'est pour ça qu'à partir de cette humiliation, s'est constituée au sein de l'islam une sorte d'obsession
de l'Occident, une sorte de frustration même. Et c'est de cette frustration collective que sont nés les mouvements fondamentalistes. Mais ce n'est pas parce que c'est l'islam en soi. Effectivement, c'est aussi pour ça que l'islam est progressivement devenu, à un moment donné, avec Malcolm X, mais déjà avec d'autres leaders musulmans, la religion des damnés de la terre. Et en face, effectivement, il se trouve que le processus de la modernité, et puis ensuite le processus colonial, s'est effectué dans des territoires qui sont judéo-chrétiens. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont judéo-chrétiens, c'est parce que la modernité, le processus s'est effectué à cet endroit. Or, aujourd'hui, on a une sorte une intensification de l'information à l'échelle planétaire via YouTube, via Facebook, et la civilisation, finalement, c'est le désir, c'est les désirs qui circulent intensément dans une certaine zone. Aujourd'hui, les désirs, ils circulent à l'échelle planétaire. Si Daesh a un vrai pouvoir aujourd'hui, plus qu'Al-Qaïda, qui fonctionnait de façon idéologique, c'est parce que les leaders de Daesh ont compris qu'on était dans une civilisation globale et qu'il fallait fonctionner avec un marketing du désir et de la haine. C'est pour ça que Daesh met en scène des scènes de cruauté et d'exécution et ne fonctionne beaucoup moins sur la structure de l'idéologie. Parce que comme ça, des individus qui se sentent frustrés, qui ont un désir de vengeance au bout du monde, même s'ils ne sont pas musulmans, ils vont se reconnaître comme participants de Daesh et la publicité de leur cause va être faite à l'échelle planétaire et en même temps, ça servira à Daesh qui montrera qu'elle se démultiplie à l'échelle planétaire. Donc on est dans un... Mais Raphaël Lioger, il y a dans les courants islamistes qui sont très divers et variés, il y a certains courants très éclairés, si je peux dire, en tout cas qui ne sont pas ces messieurs qui vocifèrent et qui crient et qui affichent leurs attributs religieux, et qui disent comme j'apporte de l'eau un peu à votre moulin, qu'après la colonisation, le plus grave et le plus dur à avaler, ça a été l'occidentalisation des mœurs et de la culture. Ça veut dire que plus, eux, ce qu'ils disent, ils se revendiquent de la modernité, mais ils rejettent l'occidentalité. Ça veut dire le mimétisme aveugle, imbécile, de tout ce qui est occidental, depuis les effets vestimentaires jusqu'à la façon de vivre, de manger, d'apprécier la culture, l'art. Ça veut dire qu'ils refusent de se laisser fondre, de se laisser assimiler dans le sens digestif du mot, par une culture non seulement dominante, mais envahissante. Et c'est ce qu'ils disent. Or, le problème, et c'est là où je voulais en venir, est qu'à la limite, on comprendrait ce genre d'attitude dans leur pays, dans leur propre pays. Mais dans les pays où ils se trouvent, comme en France, en Occident d'une manière générale, est-ce que cette attitude de rejet de l'occidentalité à tout prix, est-ce qu'elle ne les désigne pas justement comme des gens qui refusent de s'intégrer? Alors, je vais vous dire déjà, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question, c'était assez élaboré ce que vous venez de dire. C'est que, d'une part, vous avez raison. Le pire, ce n'est pas la colonisation au sens militaire du terme. C'est la colonisation, vous dites des mœurs, moi je dis des désirs. C'est ce que j'appelle la satellisation du monde. C'est-à-dire que les autres sociétés sont devenues des satellites de l'Occident. Et qu'est-ce que c'est qu'un satellite comme la Lune par rapport à la Terre? Un satellite, c'est à la fois attiré par la Terre et à la fois rejeté par la Terre. Il y a à la fois répulsion et admiration. Et ça crée une sorte de complexe à la fois qui rend l'Occident désirable et en même temps une haine contre l'Occident. Et c'est ce qui va se passer en réalité à l'échelle planétaire. Or aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de minorités dans les pays occidentaux, en France en particulier, rejettent cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des individus qui sont passés, moi, de ce que j'appelle le statut de minorité passive à celui de minorité active. Qu'est-ce que c'est qu'une minorité passive? Ce sont des individus qui sont vus comme étant différents, parce qu'ils sont minoritaires. Mais ils y sont pour rien, c'est comme ça qu'on les regarde. Les premières générations d'immigrés sur le sol français, d'origine algérienne et autres, c'était des minorités passives, des gens qui essayaient de ressembler aux bons Français, mais ils étaient satellisés, donc ils admiraient, mais en même temps ils étaient rejetés à la marge. Or, les nouvelles générations, qui ont vu que leurs parents supportaient le racisme, supportaient toute une série de choses, des formes de xénophobie, ont décidé de ne plus essayer de ressembler
Et c'est là où on a vu naître ce qu'on appelle la culture des quartiers, avec le verlan. Et au milieu de tout ça, on a vu des gens qui se sont mis à mettre un foulard, à se réapproprier l'islam qu'ils supposaient être l'islam de leurs origines. Même s'ils réinventaient quelque chose, ils voulaient être différents et quelque part, ils voulaient être modernes sans être occidentalisés. Et c'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté chez les minorités aujourd'hui musulmanes en France qui disent « mais nous, on est parfaitement laïcs, mais en même temps, il faut porter le foulard ». Restez avec nous, Raphaël Liogier. Abdelaziz Chambi, vous êtes avec nous. Abdelaziz Chambi. Vous m'entendez? Alors voilà, on vous entend. Alors, je voulais vous dire, pour continuer dans le même flux que celui de Raphaël Liogier, ce regain de religiosité, j'allais dire, de façade, vestimentaire par exemple, est-ce que c'est qu'on observe particulièrement dans certaines banlieues, les plus stigmatisées, les plus ghettoisées? Est-ce que c'est une façon pour ces jeunes, des banlieues notamment, comme un peu de recouvrer une identité perdue, ou du moins ce qu'ils croient être leur identité perdue, à défaut d'avoir été acceptés, assimilés, intégrés par la société française? Est-ce que ce n'est pas leur manière à eux de dire « Non, mais nous avons notre propre identité et elle est là et on l'affiche ». Mais comment ils l'affichent? De façon ostensible, ostentatoire. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans ce schéma? Alors, moi, avant de porter une affirmation sociologique, de parler de ces jeunes-là, je vais parler de mon propre parcours, puisque moi-même, j'ai été parmi ceux qui ont organisé la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme en 1984, avec l'idée qu'on allait, la France en tout cas, à l'arrivée de la gauche en 81, nous avait laissé croire qu'on pouvait avoir une citoyenneté égalitaire, qu'on pouvait être traité dans ce pays de manière égalitaire et qu'on pouvait être des citoyens français dont les parents avaient contribué aux 30 Glorieuses, dont les ancêtres avaient défendu la France de partout dans le monde. Et on y a cru, on a fait cette marche, on a fait cette manifestation. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, retournez dans vos ghettos, on va faire de vous des assistés que SOS Racisme va défendre avec une petite main jaune en disant, ne touche pas à mon pote. Donc déjà, on nous a handicapés. On nous a handicapés politiquement, puisqu'on nous a dit, votre parole politique, elle ne peut pas porter. On nous a handicapés en tant que citoyens dans notre dignité, notre intégrité, en nous disant, ben c'est Dominique Sopo et c'est Harlem Désir qui va parler. Dominique Sopo, il est récent, hein, mais c'était Harlem Désir et Julien Drey qui allaient parler pour nous. Et qu'est-ce qu'on s'est dit, nous, enfin des gens comme moi qui étaient déjà dans la pratique de l'islam, on s'est dit, nos parents, ils ont vécu un islam absent, c'est-à-dire un islam des caves, comme on l'appelait à l'époque. Nous, on ne va pas faire cette concession, puisqu'on a fait des tas de concessions identitaires, culturelles, psychologiques, et on nous a renvoyés à notre étrangeté, à notre immigritude, comme dirait Césaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a revendiqué notre islamité, et on a voulu l'afficher volontairement. Et à l'époque, en 1986, par exemple, 3 ans après la marche, moi j'avais le choix avec des amis avec qui je militais, de créer l'Union des jeunes maghrébins ou l'Union des jeunes musulmans. Et je leur avais dit, on a le choix. Si on fait l'Union des jeunes maghrébins, on va être reconnu par le PS à l'époque, qui était encore, il y avait la gauche, qui va nous financer, qui va nous aider, et où on va faire Union des jeunes musulmans et on va être diabolisé. Et on a fait le choix de choisir Union des jeunes musulmans pour dire, aujourd'hui, l'islam est partie intégrante de notre identité. Alors bien sûr, il n'y avait pas les burqas, il n'y avait pas les qamis, il n'y avait pas tout ça. On était voilà, habillés comme n'importe quel jeune, mais on avait intégré l'islam comme partie intégrante de notre identité, comme un vecteur de mobilisation et de transformation sociale. Et on s'est rendu compte que la France ne voulait même pas de ça. Elle a préféré laisser émerger ce qu'on appelait le mouvement salafi, avec effectivement une mise à distance de l'autre, avec une sorte de repli identitaire, culturel, vestimentaire, pour justement continuer à criminaliser les musulmans, pour dire, vous voyez bien, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'intégrer. C'est-à-dire qu'on nous a fait une injonction schizophrénique. On a voulu faire de nous des malades. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de malades mentaux, il y a un certain nombre de maladies psychiatriques, de dysfonctionnement psychologique dans la communauté musulmane de France, qui est au-delà de la moyenne. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des pédopsychiatres, des ethnopsychiatres qui peuvent le confirmer, parce que la société française vous dit d'un côté, ah ben intégrez-vous, la République vous accueille, on est tous égaux, la fraternité, personne ne peut être discriminé en fonction de sa race, sa couleur, sa religion, patati patata. Et de l'autre côté, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous pousse
dans des retranchements, on vous criminalise. Aujourd'hui, par exemple, à titre d'information, pour vos téléspectateurs, j'ai reçu 3 appels. Un d'une mosquée à Avignon qui est descendue en flammes par des journaux, par Paris Match, qui l'a sali, qui porte des accusations extraordinaires qui n'ont aucun fondement. Et on va attaquer en justice avec la responsable de la mosquée. Une maman qui m'appelle d'Avignon, parce que à Avignon, c'est quand même bizarre, hein. À Avignon, c'est le sud, hein, il y a les nostalgiques de l'Algérie française, de l'OAS, qui sont bien implantés dans le sud, de Nice jusqu'à Perpignan. À Avignon, donc la maman m'appelle, elle me dit mon fils de 13 ans, il a été poursuivi par la BAC, c'est-à-dire la brigade anticriminalité, ils étaient en civil avec une voiture. Dans un groupe de jeunes, c'était le seul arabe, ils l'ont coursé, ils l'ont attrapé. Il a 13 ans, ils l'ont fracassé, ils l'ont tapé, ils l'ont amené au commissariat, ils l'ont gardé. Et quand ils ont appelé l'école pour vérifier si c'était lui qui était concerné, on lui dit « Ah, on s'est trompé, c'était pas toi, on s'est trompé ». Et le lycée était scandalisé pour dire comment, parce que le jeune, voilà, il a un profil d'arabe, donc c'est automatiquement un criminel. Et pour finir sur un drame qui est passé comme une lettre à la poste, si je puis dire, c'est le meurtre de M. Mohamed El Makouli, Allah yarhamou, qui a été tué de 17 coups de couteau à Avignon. On n'a pas vu M. Cazeneuve descendre apporter le soutien à la communauté musulmane. On n'a pas vu M. Dominique Sepo, qui est allé à Marseille également, apporter le soutien à la communauté musulmane. On n'a même pas vu un sous-fifre de la municipalité ou de la préfecture venir soutenir, réconforter son épouse. Et on n'a pas vu de journaliste porter une chéchia. Exactement. Et on n'a personne, effectivement, qui a couvert cet événement. Et alors aujourd'hui, on vient nous parler de chiffres. En plus, moi, je voulais un peu dire un mot quand même sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui est une véritable rigolade. On nous dit qu'il y a 400 actes islamophobes. Il faut savoir, pour votre information, qu'à peine 10% des gens qui sont victimes osent faire le pas d'aller déposer plainte ou faire une main courante. Ça veut dire qu'il y a 90% des actes, et nous, on en a plein. Nos chiffres, par exemple, à nous, ne sont pas pris en compte. Nous, personne ne nous a consultés pour dire, écoutez, la coordination contre le racisme... Mais Abdelaziz Chambi, excusez-moi de vous interrompre. Un mouvement comme le vôtre a beaucoup de mérite. Mais il faut dire une chose. La communauté musulmane ne s'en sort pas en France. Elle végète, elle fermente, elle s'aigrit. Les seuls modes d'expression qu'elle se permet ou qu'elle arrive à se permettre, ce sont soit celui de la violence, de gens qui se sont arrogés le droit de la représenter, des daïchistes qui se font exploser, qui tuent des gens, qui agressent, qui s'affichent ostentatoirement, ou alors des pseudo-représentants de l'islam de France qui se gargarisent de mots, qui, comme vous me l'avez dit une fois, baignent dans les ordres de la République entre réception et banquet. Finalement, vous n'en sortez pas. Finalement, personne n'arrive à tirer cette communauté musulmane du fond du puits où elle se trouve, où elle appelle au secours, où elle en a marre de raser les murs, de se faire stigmatiser. Alors, on a une responsabilité quand même dans tout ça. Quand je dis nous, c'est-à-dire les musulmans, en tout cas, les organisations censées représenter les musulmans. Il y a le Conseil français du culte musulman. J'ai interpellé il y a 4 jours M. Anwar Kbibesh sur Radio Orient. Il faisait une émission en direct sur l'islam et sur l'islamophobie. Et je l'ai interpellé en lui disant, monsieur le président du CFCM, vous avez une responsabilité devant la communauté, devant l'opinion publique, parce que vous avez une légitimité. L'État vous a mandaté pour représenter, entre guillemets, le culte musulman. Pourquoi vous ne réunissez pas le CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, le CCIF et l'Observatoire qui dépend de vous, pour qu'on fasse un travail commun, pour réunir nos rangs, pour faire pression, ne serait-ce que sur l'éducation nationale, sur les éditeurs de livres, qui sont en train de présenter l'islam avec une image extrêmement négative, pour faire pression sur les professeurs qui notent à la baisse Mohamed et Fatima lorsqu'ils voient les noms des élèves. Ça a été vérifié, il y a eu une enquête qui a démontré que même les professeurs qui sont censés être des gens progressistes, des gens dits de gauche, humanistes et je ne sais quoi encore, eh ben, imaginez si ces gens instruits, qui ont un niveau d'instruction et des valeurs humanistes, etc., ils en sont là, imaginez M. Dupont et M. Durand, au bas de l'échelle, qu'est-ce qu'il doit considérer, comment il doit considérer le musulman. Donc moi je veux dire, c'est la responsabilité de ceux qui sont investis de cette mission de représentation des musulmans, en tout cas de l'islam, parce que moi, ils ne me représentent pas. Le jour où les pouvoirs publics décideront d'organiser, ou en tout cas de nous permettre de nous organiser et de faire des élections indépendantes, ce jour-là, je désignerai mon représentant sans avoir à le subir comme aujourd'hui c'est le cas. Donc il y a une responsabilité. Et des pouvoirs publics qui se moquent de nous, qui sont en train de nous présenter entre Daesh et Shalroumi, moi je dis il y a une troisième voie. On n'a pas besoin ni des imams clowns, des imams pour amuser la galerie.
qui ne savent même pas ce que c'est qu'un complément d'objet direct, ni des starbés, comme disent des jeunes des quartiers, des fous furieux comme des gens de Daesh. Il y a la place aujourd'hui à un islam responsable, un islam citoyen, un islam compatible avec le progrès, avec l'humanité, avec les droits de l'homme, etc. Restez avec nous, Abdelaziz Chambi. Jamila Farhat, pour rester dans le même thème de cet islam de France qui n'arrive pas à se dépêtrer de la situation où il a été mis, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment il y a été mis, si c'est venu comme ça, si c'est l'histoire, si ce sont des vicissitudes involontaires ou si réellement il a été confiné dans ce rôle qui est le sien et dans cette attitude ô combien victimaire qui est la sienne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la liberté d'expression, la liberté de vivre sa religion, la liberté d'être sans pour autant aller à l'encontre de la laïcité française? Oui, eh bien, ça tombe bien puisque vous êtes en Angleterre. Je pense que c'est important aussi de rappeler le philosophe Locke, les propos la lettre sur la tolérance de Locke, puisque ce qu'il dit, c'est que concernant la laïcité, puisqu'il est précurseur de l'idée de laïcité quelque part, en disant que l'État ou les gouvernants n'ont pas vocation et n'ont pas la capacité de maîtriser les consciences de chaque individu. Donc pour cela, il faut progressivement penser à séparer l'Église de l'État. Et puis, bien entendu, sa réflexion a influencé les Lumières et on en est arrivé ensuite à la naissance de la République, dont les fondements sont l'égalité et la liberté, dont l'un présuppose l'autre. Bon, c'est assez philosophique entre parenthèses, mais pour rappeler absolument les fondements républicains que sont la liberté et l'égalité, concernant la liberté d'expression, c'est à peu près la même chose. La liberté de tout faire n'est pas possible, la liberté est toujours cadrée, la liberté est toujours limitée. Donc quand on dit le droit au blasphème, bon, je rappelle que le terme blasphème présuppose la croyance en Dieu, donc évidemment ce vocable n'existe pas dans le droit républicain, puisque le droit républicain est neutre. Mais quand on dit le droit à l'islamophobie, c'est de la liberté d'expression. Alors la liberté d'expression, comme on le dit, est limitée par le concept d'égalité, puisqu'il faut absolument qu'il y ait égalité entre les partis qui s'expriment pour dire que le discours qui va émaner des deux parties relève de la liberté d'expression. Alors je donne un exemple tout simple. Alors, quand vous avez un maître et un esclave, il n'y a pas une situation d'égalité, vous comprenez bien ça. Donc, le maître aura beau dire à son esclave « je vous aime », pour autant, ça n'est pas possible. S'il l'aimait vraiment, il le prendrait sur un plan d'égalité, il le libérerait. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que le concept de liberté présuppose celui d'égalité et inversement. Donc pareil pour la liberté d'expression, quand vous avez en permanence des médias, des politiques et d'autres corporations qui perpétuellement justement accusent les musulmans et en même temps l'islam, puisque quand on accuse en permanence l'islam, on accuse aussi les musulmans, puisque ce sont les pratiquants de l'islam, ce sont les adhérents de l'islam. Donc là, on n'est pas dans la liberté d'expression, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse suffisante, il n'y a pas d'espace médiatique suffisant et de canal médiatique. Mais Jamila Farhat, pourquoi... Jamila Farhat, excusez-moi de vous avoir interrompu. Pourquoi cette lecture, j'allais dire... contraignante, j'allais dire presque hostile, de la laïcité à l'endroit de l'islam, alors qu'en fait, ils auraient très bien pu... Par exemple, là je m'explique. En Grande-Bretagne, il y a des policières en foulard islamique, des fonctionnaires, ça ne dérange personne. Pourtant, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est très à cheval sur les droits des gens, sur la liberté d'expression. En France, pourquoi se sont-ils... presque contraint à faire de telles lectures au point où on en arrive à se dire que si l'islam avait recommandé aux femmes de porter des mini-jupes, la France les aurait interdites.
Alors, c'est une géographie différente. L'Angleterre, comme je vous dis, vous êtes l'héritier de Locke, de sa lettre sur la tolérance, de Bayle. Donc, évidemment, ça n'est pas du tout la même mentalité. Le libéralisme est né en Angleterre, dans les pays anglo-saxons du moins. Donc, forcément, on n'a pas la même mentalité ici. Ici, c'est la République. Vous savez que pendant les Lumières, on a coupé la tête déjà du roi, et ensuite, à la suite de cela aussi, celle des curés. Donc l'histoire est particulière en France, donc on ne peut pas comparer pour l'instant, mais pour autant on est quand même dans un régime républicain qui oblige l'égalité entre tous les citoyens, et notamment on est aussi signataire de la Déclaration des droits de l'homme. En plus d'être signataire, on est à l'origine. Donc l'article 18 le dit bien, et aussi dans la Constitution française, dans le préambule, qu'il y a égalité et aussi liberté du culte et liberté de conscience. Donc évidemment, à un moment donné, la France entre en contradiction avec ses propres le droit, les droits de l'homme et du citoyen. Donc évidemment, aujourd'hui, ça pose problème avec la présence musulmane en France, puisque ça veut dire que les signes ostensibles sollicités par la pratique de l'islam pose problème avec ce qui est dit dans le droit en général. Jamila Farhat, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Raphaël Liogier, pourquoi l'islamophobie et l'antisémitisme ne sont-ils pas perçus avec, j'allais dire, la même colère, la même dénonciation, la même posture sociale? On a vu durant on va dire, le début des années 2000, 2003, 2004, 2005, un transfert, y compris chez les groupes d'extrême droite, de l'antisémitisme vers l'islamophobie. On pourrait se demander pourquoi. C'est que quand on parle déjà d'antisémitisme, on ne fait pas référence seulement à une religion, on fait immédiatement référence à l'idée d'une race. Et l'idée de race, et donc ça fait référence au racisme, et le racisme au sens biologique du terme est devenu absolument illégitime. Alors que le gros avantage qu'il y a avec l'islam, il y en a une multitude, je pourrais les énoncer ensuite, mais c'est que ça permet de dire « Ah, c'est une incompatibilité culturelle ». Et du coup, on justifie son racisme en disant « C'est pas une question de race, c'est une question de culture ». Mais a posteriori, évidemment, on va pouvoir dire dans des conversations, mais de façon moins évidente, disant « Mais c'est pas un hasard s'il y a quand même une majorité d'Arabes, de Noirs, d'Indonésiens ou de je ne sais quoi ». Ça veut dire qu'il y a une recomposition du racisme biologique vers le racisme culturel à travers la figure de l'islam. Et l'islam a une autre caractéristique, c'est que c'est, en grande majorité, en particulier en France, des gens qu'on se représente comme étant issus, même si c'est sur plusieurs générations, des anciennes colonies. Et comme les Européens ont un problème d'identité, que j'ai évoqué tout à l'heure, un problème narcissique, ils ont l'impression d'avoir perdu la place qu'ils avaient dans le monde, ils ont l'impression qu'il y a une sorte de colonisation inversée, c'est-à-dire qu'ils sont colonisés par ceux qui les ont colonisés. Puis enfin, il y a un troisième point qui permet la focalisation sur l'islam, c'est que l'islam permet à la fois de mobiliser des consciences qui se veulent traditionnalistes, réactionnaires, parce qu'on a l'image du Sarrasin qui est ennemi multiséculaire, soi-disant, de l'Europe judéo-chrétienne, qui serait monté jusqu'à Poitiers, etc. Donc on a les réactionnaires qui disent « Ah oui, il faut se défendre contre ça ». Et en même temps, comme on cultive l'image de l'islam anti-progressiste, ennemi des femmes, inégalité homme-femme et toutes ces choses-là, on a les individus qui se représentent comme étant progressistes, voire de gauche, pour qui c'est légitime aussi. Et c'est ce qu'a très bien compris Marine Le Pen, qui réussit maintenant à se faire passer pour quelqu'un qui n'est plus d'extrême droite, qui est aussi à gauche, grâce à son grâce à son islamophobie. Et c'est ce qu'ont compris à la suite de ça d'autres hommes politiques, comme Manuel Valls, qui y avait tout à gagner de ce point de vue-là, parce que c'était rassembleur. À une époque où il n'y a plus de programme politique, plus de programme économique, la figure du musulman, en négatif, est devenue rassembleuse. Merci Raphaël Liogier, merci Abdelaziz Chambi, merci Jamila Farhat. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout ce que je peux dire, c'est que les musulmans de France ne sont pas sortis de l'auberge, loin s'en faut. Je vous donne donc rendez-vous à demain. Salam alaikum. Slama.